What is wrong with you? Are you a complete idiot? Discutons peu. Discutons pro. Management, entreprise, carrière, reconversion et argent. Tout ce qui fait et parfois défait la vie professionnelle. Des conversations franches, des expériences vécues et des regards lucides sur le monde du travail. Bienvenue dans Discutons peu, Discutons pro, le podcast qui parle de boulot pour de vrai. I will have your job for this. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Discutons peu, Discutons pro. Aujourd'hui, on est avec Manal, donc formatrice en insertion professionnelle chez bonjour Aura Andrea. Vendis. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors moi je suis Manal Brega, je suis formatrice au sein d'Aura Vendis depuis janvier dernier. Et donc je forme à la fois les conseillers en insertion professionnelle, les médiateurs, donc les MSADS, et également les futurs formateurs pour adultes. Aujourd'hui, on va parler du job passion. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un piège? Je sais pas toi, mais moi j'ai souvent entendu quand j'étais petite, fais le métier qui te plaît, comme ça t'auras jamais l'impression de travailler. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as déjà entendu? Alors moi je me suis fait une promesse assez jeune, parce que en fait j'ai eu des passions assez tardivement dans ma vie. J'ai d'abord été passionnée par la radio. À 16 ou 17 ans, j'ai commencé vraiment à aimer le monde des médias, la radio, tout ce qui était aussi écriture et journalisme. Et en fait, je me suis très très vite, on va dire, instauré dans la tête une vision très claire de ce que je voulais faire. Et alors que dans mon enfance, j'avais des parents qui avaient plutôt une autre destinée pour moi. Mon père était un grand médecin microbiologiste et ma mère s'est occupée de ses enfants, mais mon père était très strict au niveau de l'école. Il rêvait que je devienne une scientifique. Mais en fait, moi, ma destinée, elle était déjà, dans la tête de mon père, elle était déjà programmée. Donc, en fait, j'ai quitté mon pays d'origine quand j'avais 14 ans. Et quand je suis arrivée ici, en fait, j'ai fait mes propres choix. J'avais surtout envie de faire ce que je voulais en tant que jeune femme, ce qui était compliqué dans mon pays d'origine. J'avais besoin déjà d'appréhender cette liberté, tu vois. Et puis surtout que j'avais surtout envie très, très vite de travailler, d'être dans la vie active, parce que j'avais envie de gagner ma vie très, très vite. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, je voulais pas du tout suivre la filière que mon père m'avait imposée, ni la vie que mon père voulait m'imposer. Et en fait, j'ai repris ma liberté en main et je suis devenue la jeune femme que j'ai toujours voulu être, c'est-à-dire être libre de ses choix et être libre aussi de choisir le métier qui lui plaît. Et donc je me suis dirigée vers un métier beaucoup plus artistique et beaucoup plus volage, on va dire, que j'ai beaucoup aimé. J'ai été journaliste et j'ai été aussi animatrice radio durant les 20 dernières années de mon parcours professionnel, jusqu'à il y a 4 ans où j'ai décidé de changer de métier pour devenir formatrice et donner mon savoir et partager mon savoir avec ceux qui en ont besoin. Ok, et c'était quoi du coup les métiers dans lesquels on orientait plus les femmes? En fait, c'était plutôt des métiers où il fallait aller en fait, à l'université, donc faire des trajectoires classiques. Et sortir de l'université avec de grandes études, donc il fallait avoir de grands diplômes pour avoir en fait un métier, on va dire, installé, qui paye bien et qui permet un épanouissement social. Ouais, c'est marrant parce que en fait, encore aujourd'hui, les métiers manuels, etc., ils sont assez dévalorisés par l'éducation nationale, surtout les formations courtes, les CAP, les bacs pro, etc. À chaque fois, on nous pousse à faire des grandes études dès qu'on est un peu bon à l'école. Ouais. Et donc en fait c'était toujours le cas. Ouais, mais je crois que des fois on a eu soit cette chance, tu vois, de tomber sur quelqu'un qui nous a bien dirigé vers, en tout cas, le métier vers lequel on pouvait s'épanouir. Ou alors des fois il y a des erreurs de trajectoire. C'est-à-dire que des fois tu tombes sur des conseillers en évolution professionnelle ou des conseillers en insertion qui te font évoluer vers un métier qui ne correspond pas du tout ni à tes valeurs, ni à tes besoins, ni à tes envies profondes. Toi, journaliste, c'était vraiment ton job passion? Oui, au départ, oui. Jeune. Au départ, j'avais envie d'être journaliste parce que j'avais envie de donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas. Et j'avais envie de mettre en lumière en fait, des gens qui avaient besoin de parler de choses importantes. Et donc j'avais envie de mettre surtout des faits de société ou des gens qui étaient importants et qui faisaient avancer la société et des questions de société. Et donc j'avais vraiment envie de les mettre en lumière et de leur donner la parole. Et donc tu avais beaucoup d'attentes de ce métier de journaliste. Quand on a des attentes, forcément, on se frotte à la réalité du terrain. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont choqué quand tu es entrée à tes débuts dans ce milieu-là? Oui, ce qui est difficile, c'est d'abord, il y a beaucoup de concurrence. Et parfois, la concurrence amène certaines personnes à être des gens sans valeur et sans principe.
Et j'ai découvert que pour réussir dans ce métier, il y avait 2 types de journalisme. Il y avait les journalistes qui suivaient la meute et qui suivaient ce qu'on leur demandait de faire. Et puis il y avait des journalistes libres qui souhaitaient écrire sur des sujets au-delà de ce que pouvait penser de la société, au-delà de ce que pouvaient penser les gens des sujets qu'ils abordaient. Et en fait, moi, j'aimais cette liberté. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte sortir des sentiers battus. Codes c'est exactement faire ça. Évoluer ta profession. En fait. Tout à fait. Et puis faire évoluer aussi les mentalités au travers de mon métier. C'est-à-dire que je voulais pas du tout toujours parler des mêmes choses. J'avais pas envie de toujours parler des mêmes personnes. Et j'avais envie un peu à mon niveau, de révolutionner un peu la société en donnant la parole justement à des gens qui la font avancer. Tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'avançais et plus je travaillais pour des journaux et plus je travaillais pour la presse. Et plus, en fait, on me demandait d'aller donner la parole à des gens qui n'étaient pas intéressants pour moi et qui ne me semblaient pas intéressants pour le développement de notre société, de nos mentalités, tu vois, de notre façon de voir la vie. Et comment tu as réagi face à ça En fait, on m'a demandé d'être exécutante. Okay. Et j'ai refusé d'exécuter. Voilà. Un peu un petit esprit rebelle. Oui, ça veut dire que en fait, j'ai choisi entre gagner beaucoup d'argent et écrire sur des sujets qu'on m'impose, ou alors gagner peu d'argent, voire pas du tout, et ne pas, on va dire, vendre mon âme au diable et participer à cette mascarade médiatique, quoi. Mais aujourd'hui, en fait, les grands médias sont rachetés par des milliardaires qui vous disent exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, qui sont tous politiquement dirigés. Donc c'est difficile, en fait, d'avoir une liberté de ton, tu vois, dans un secteur d'activité où on te dit quoi faire et comment faire. Et à partir de quel moment, là, tu t'es dit, OK, là, c'est plus du tout moi, je m'y retrouve plus. Au bout de 20 ans. Il faut que je change. Okay. Ouais, au bout de 20 ans, je me suis dit, OK, j'ai beaucoup baroudé dans le métier, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai vécu des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, tout le vécu que j'ai, en fait, et toutes les compétences, en tout cas, de communication, les compétences orales et écrites que j'ai acquises, je me dis que j'avais envie aujourd'hui de les transmettre à des futurs professionnels. Et c'est ce qui m'a poussée aujourd'hui vers la transmission, l'enseignement et aussi la formation. Et je pense que quand on fait un métier passion, je pense que à la fois ses valeurs, sa personnalité, sa façon d'être aussi doit être cohérente sur l'ensemble. C'est un package en fait. Tu vois, tu peux pas tricher. Ouais. Tu peux pas tricher. Ça, c'est la raison numéro 1 des reconversions professionnelles aujourd'hui. Exactement. C'est l'adéquation des valeurs, se sentir bien. Exactement. Et pour toi, les élèves que tu rencontres, est-ce qu'eux aussi, ils ont eu une première expérience qui les a déçus? Oui. Souvent, c'est des gens qui viennent en souffrance, qui ont souffert, ou qui ont été déçus d'une première carrière professionnelle, soit pour des raisons, ils ont voulu changer pour des raisons de santé aussi, parce qu'ils ont beaucoup donné et qu'à un moment donné, ils veulent donner moins, mais faire des choses passionnantes. Ou alors des gens qui en ont marre, tout simplement, de leur secteur d'activité, qui veulent se renouveler. Ou des gens qui veulent finalement vivre leur job passion et qui se disent, ça fait des années que je laisse ça dans un tiroir et que je fais comme si ça n'existait pas. Et en fait, je voudrais que ça existe. Et en fait, c'est vraiment des gens qui viennent confirmer leurs souhaits, leurs rêves et rendre finalement leur job, en tout cas leur deuxième carrière professionnelle, la rendre plus rayonnante, on va dire, ou plus acceptable, ou plus sympathique, tu vois. Voilà, où ils vont enfin prendre du plaisir à faire ce qu'ils ont envie de faire depuis toujours. Ok. Voilà. Ouais, c'est marrant que tu parlais de job passion, des jobs poison. Ouais. Parce qu'au final, on dirait c'est ma passion, donc ça peut que être bien. Bien sûr. Mais non, en fait, à un moment donné, soit parce qu'on donne beaucoup trop, ou qu'on ne voit plus des limites dans notre travail. Toi, c'était quoi vraiment Est-ce que toi aussi, tu as atteint cette limite Oui, totalement. J'ai atteint cette limite au niveau physique, mais aussi au niveau mental. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me donnais tellement pour un métier dans lequel je n'avais pas de reconnaissance. Parce que je parle beaucoup avec mes apprenants de reconnaissance professionnelle. Et la majorité d'entre eux, ils veulent être reconnus pour qui ils sont et pour le travail qu'ils donnent dans une entreprise. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de trouver à la fois un job qui te plaît, mais aussi le bien-être qui va avec. C'est-à-dire qu'en fait, être dans une équipe sympa, bienveillante, des managers avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux communiquer de façon simple et limpide, tu vois. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que la non-reconnaissance professionnelle peut aussi pousser parfois à détester son job passion parce que tu te donnes tellement et qu'en face de toi, personne ne te donne ou personne te dit c'est génial ce que tu fais, parce qu'on a tous besoin de reconnaissance, tu vois. On a besoin d'exister socialement, mais on a aussi besoin d'exister professionnellement dans une entreprise, qu'on soit reconnu pour notre travail, pour nos compétences. Et effectivement, ça peut très très vite virer vers un métier qui nous empoisonne au quotidien
et qui peut nous rendre malades. Oui, il y a des gens qui font des burn-out alors qu'ils faisaient des métiers passion, effectivement. Donc je pense qu'il faut aussi se préserver et savoir se donner au moment où il faut se donner. Et savoir aussi ralentir au moment où il faut ralentir, c'est très important. Mais en fait, il faut se fixer quand même des limites, malgré que c'est une passion, limite de santé, santé mentale aussi. On en parle de plus en plus aujourd'hui, alors qu'avant c'était un peu plus tabou, j'ai l'impression. Ou alors on passait. Je pense qu'on mettait ça dans. Je pense que c'est plus ça, on passait outre et. On faisait semblant que tout allait bien en fait. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, comme les médecins, les médias, les journaux mettent des mots sur la santé mentale et qu'il y a vraiment des campagnes d'ailleurs sur la santé mentale, tu vois, dans les médias. Et on a eu aussi des gens qui étaient connus, qui ont témoigné là-dessus, tu vois, et qui se sont dit, on a des exemples médiatiques, des gens importants, des sportifs, même des gens qui étaient dans le sport, tu vois, qui ont dit, nous on a fait des burn-out alors qu'ils étaient quand même dans un milieu où le sport devrait être un bien-être, tu vois. Exactement. Et en fait, dès que tu te donnes trop et que tu dépasses tes limites, qu'elles soient personnelles, physiques ou psychiques, là, tu es sûr que, quel que soit le métier passion que tu fais, ça peut se retourner contre toi. Ouais, exactement. Moi, du coup, ma génération, on est très dans le boring job, à l'inverse du job passion. C'est vrai. Donc, c'est un job où on ne s'épanouit pas forcément, mais où c'est plutôt tranquille, où on gagne bien et on ne prend pas trop la tête, pour parler franchement. Tu sais comment on appelait ça à notre époque? Parce que, excuse-moi, je me permets, parce que je suis un peu plus âgée que toi. On appelait ça le travaux de la planque. La planque. Bah voilà, on l'appelle aussi un peu comme ça aussi. Et moi, c'est tout ce que je ne veux pas. Tu vois, c'est-à-dire que moi... je ne peux pas aller à un boulot pour aller à un boulot. Il y a un peu deux écoles, en fait. Exactement. Je pense qu'il y a deux écoles générationnelles, tu vois. Et moi, je trouve ça triste que cette génération, tu vois, elle se dise, voilà, je vais trouver un boulot bien parce que ce n'est pas le boulot le pire. Tu vois, c'est comme si tu votais pour le moins pire. Oui. Tu vois ou pas? En fait, tu prends le boulot le moins pire. Mais ça. En fait, entre le pire et le génial, il y a peut-être quelque chose aussi qui peut correspondre à... Tu vois, donc je trouve en fait il y a une certaine lassitude aussi à se dire aussi, regarde comment nos parents aussi galèrent. En fait, toutes les générations galèrent aujourd'hui, tu vois. Avoir 20 ans aujourd'hui, c'est encore plus dur qu'avoir 20 ans il y a 15 ou 20 ans, tu vois. Mais je trouve que les perspectives par rapport au travail, les perspectives par rapport au métier, je les trouve très différentes. C'est-à-dire que le regard qu'on porte sur le travail a énormément changé. C'est vrai, elles sont complètement différentes. Aussi, je pense que c'est déjà la démocratisation aussi des études. Parce qu'en vrai, à l'époque de mes parents, ou même de ta génération, c'était plus rare d'avoir un bac plus 5, par exemple, en sortie d'études. Et donc là, tu étais sûr d'avoir un bon emploi, etc. Aujourd'hui, tout le monde pratiquement a une licence ou un master. Donc je pense que forcément, en sortie d'études, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu désespérés, parce que soit ils mettent du temps à trouver, soit ils ne trouvent pas le poste qu'ils veulent, ou alors ils ont le poste qu'ils veulent mais sous-payé parce que... En fait, les codes ont changé, mais pas dans le bon sens du terme, en fait. Effectivement. Avant, on te disait qu'il faut avoir des diplômes pour trouver un travail, et maintenant, même surdiplômé, tu as encore plus de mal que quelqu'un qui est autodidacte et qui s'est débrouillé dans la vie tout seul et qui a appris sur le tag. Il est plus recruté, en fait, parce qu'on cherche aujourd'hui, je pense, des gens un peu aussi, pardon du terme, mais des gens malléables. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas être malléable à souhait. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas accepter non plus de faire le job de 3 personnes. Tu vois, il faut savoir aussi parfois, pas se brader, mais pas se fourvoyer non plus. Tu vois, chaque étape dans sa vie va demander des sacrifices. À 20 ans, j'acceptais des choses que je n'accepte pas à 40 ans ou à 45 ans. Et après, ça vient avec l'expérience aussi. Exactement, tout à fait. Et puis, je veux dire, tu peux plus exiger des choses plus tard, quand tu as un peu d'expérience, parce que ton CV est valorisé, parce que tu as un peu d'expérience et que, on va dire que tu as traîné un peu la savate, tu vois, comme on dit chez nous, les vieux. Je sais, c'est une expression que vous ne dites pas, vous les jeunes, mais tu vois, quand tu as traîné un peu la savate, effectivement, tu peux te permettre d'arriver chez un employeur et de lui dire, voilà, moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est ça, est-ce que vous pouvez me l'offrir ou pas? Et puis, tu peux avoir le choix. Tu vois, mais je me dis que quand tu as 20 ans, que tu sors de l'école ou que tu démarres ta vie professionnelle, tu ne peux pas avoir les mêmes exigences tu vois, que quelqu'un qui a 30 ou 40 ans d'expérience, enfin, tu vois, 30 ans ou 20 ans d'expérience dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Et je trouve que parfois, on a une exigence un peu démesurée. Tu vois, je trouve que aussi les codes du travail ou les codes de l'investissement changent. Aujourd'hui, il y a Internet. Quand tu vois des influenceurs qui gagnent énormément d'argent simplement en faisant, tu vois, de la présentation de produits d'hygiène ou autres, et qu'en fait, tu demandes à un jeune de commencer par travailler pour gagner 1 500
€ par mois et que c'est la normalité, d'accord, le gamin, il te regarde, il te fait « Ouais, bah non, moi, je vais être influenceur, en fait. » Donc, en fait, tu vois, les codes du travail, de l'effort, de la construction, en fait, ont complètement été dévalorisés avec Internet aussi. Et puis, en fait, il n'y a plus de code. C'est-à-dire que tu as des jeunes, tu as des médecins qui gagnent des fois moins, qui sont des chirurgiens, qui gagnent moins qu'un influenceur à Dubaï. Donc, donc tu te dis, en fait, où est-ce que tu te positionnes aujourd'hui entre tout ça? Tu donnes à un jeune le choix entre aller à Dubaï, avoir la dernière voiture, la dernière Maserati, le dernier sac Hermès pour une nana et lui dire, bah allez, je te propose ça, ou aller bosser comme vendeuse à 1 500 € et te construire une vraie free professionnelle. Pardonne-moi, mais... En fait, je pense que c'est toute la culture du travail en fait, qui a complètement évolué au cours des générations, notamment parce que la méritocratie, on va dire, qui était prônée avant, elle n'existe plus tellement, ou alors on se rend compte que c'est un peu flou. Donc après, il y a beaucoup de gens aussi qui se posent la question de faire aussi pendant des années des métiers qui ne sont pas des métiers passion, et qui veulent réaliser aussi parfois un rêve au travers d'un métier, et qui se disent à 40 ou à 50 ans, c'est peut-être le moment pour moi de vivre ma vraie vie et vraiment de vivre d'un métier qui me plaît. Mais tout ça demande des sacrifices. On ne fait jamais un métier passion sans sacrifice. C'est ça, je pense aussi qu'il y a beaucoup de jeunes du coup, qui ont été déçus en sortie d'études et que du tout, ils se résignent à un boring job, comme on l'appelle. Ah, vous dites boring, vous? Boring job. Ok. un job chiant, quoi. Mais c'est horrible de dire ça. De prendre un boring job comme ça et de se dire ok, je me résigne pendant 2-3 ans, je fais ça, je mets de côté et après j'entreprends, parce qu'il y a beaucoup aussi de jeunes qui entreprennent, qui se mettent en freelance ou qui ouvrent leur propre marque, etc. Mais ce qui est dommage aussi, parce que tu parlais aussi de la rémunération, la pression, des responsabilités, etc., qu'en fait il y a beaucoup de jobs passion qui ne payent pas assez. Non, c'est pour ça que ça demande des sacrifices. Exactement, il y a beaucoup de jobs surtout créatifs, de jobs même avec des animaux. Moi, quand j'étais petite, je voulais absolument faire un métier avec des animaux. Et au final, quand tu grandis, que tu vois le coût de la vie, etc., tu te dis, bon, on aime bien les animaux, mais... Mais ça paye pas... ça paye pas mes voyages, ça paye pas mes vacances. Effectivement. Mais tu vois, moi, dans le mot boring, je vois lassitude. Tu vois, c'est négatif pour moi. Effectivement, boring, ça veut dire ennuyant ou ennuyeux, tu vois. Mais tu te rends compte quand même qu'aujourd'hui, le choix que tu te laisses, c'est d'avoir limite un boulot ennuyeux que pas du tout. C'est affreux d'avoir ce choix-là. C'est-à-dire que soit tu es au chômage, finalement, soit tu prends un boulot presque correct, quoi. Un peu chiant, mais je le prends quand même. Moi, j'avais plein de TikTok et tout ça, des vidéos sur les réseaux de personnes, de jeunes diplômés. Très dur. Et en fait, ils postulaient et ils ne trouvaient pas, parce qu'aussi il y a beaucoup de concurrence maintenant. Et que du coup, ils postulaient à des jobs style caissier, etc., qui n'avaient rien à voir avec leur domaine d'études. Et même ça, ils se faisaient recaler parce qu'ils étaient trop qualifiés, etc., quoi. Oui, bien sûr. Alors après, il faut aussi se dire dans la tête qu'il faut comparer aussi parfois les trajectoires. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, moi qui m'occupe de personnes, enfin qui forme des personnes qui demain vont s'occuper de gens éloignés de l'emploi, puisque les CIP, les conseillers en insertion professionnelle et les médiateurs sont des gens qui s'occupent justement de gens éloignés de l'emploi ou ce sont des gens précaires. Et je leur dis qu'en fait, il faut aussi regarder ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se dire que toi, tu as quand même un diplôme qui te permet quand même d'avoir une certaine, on va dire, assise professionnelle, qui te permet d'aller travailler partout dans le monde si tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ta pièce d'identité ou ton passeport, faut pas oublier qu'on est en Europe. Si t'es pas bien en France, tu peux aller trouver un boulot ailleurs et te construire ailleurs. Il y a plein de jeunes qui partent de France, tu vois. Mais quand tu vois, par exemple, des primo-arrivants qui sont des gens qui viennent de l'étranger, qui ont été des gens très importants dans leur pays, qui étaient des médecins, des architectes, des gens qui étaient ingénieurs et qui se retrouvent ici dans les restaurants en France, en train de faire la plonge, soit le ménage, ou alors dans le bâtiment, tu vois, et te disent, en fait, ces gens-là ont aussi fait des sacrifices. Ils ne peuvent pas arriver de leur pays en disant « Ouais, moi aussi j'ai été architecte dans mon pays, j'ai eu ce diplôme-là » et qui se retrouvent avec des bacs. On se retrouve aujourd'hui, on a dans les restaurants et dans des boulots que tu dis toi, des boring jobs, des gens quand même qui ont des bacs plus 10 parfois ou des bacs plus 5 dans leur pays d'origine. Et ils ne viennent pas de pays sous-développés. Hein. Tu vois, parce qu'on croit toujours qu'ils viennent pour la misère. Mais non, ils viennent parce que aussi ils n'ont pas le choix. Et que quand ils viennent, ils sont obligés, malheureusement, de tout recommencer. Donc parfois, il faut aussi prendre du recul aussi sur soi, tu vois, et te dire que voilà, effectivement, en France, pour les jeunes, c'est dur, pour les moins jeunes, c'est dur, pour les seniors, c'est dur, pour les mamans solo et les papas solo, c'est dur, mais en fait, c'est dur pour tout le monde, finalement.
Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'à un moment donné, tu ne te dis pas, OK, ma place, elle est où? Est-ce que ma place, elle est de gagner beaucoup d'argent? Est-ce qu'aujourd'hui, mes ambitions, c'est de gagner beaucoup d'argent et de faire un métier qui m'ennuie, mais qui me permet quand même de partir 3 fois en vacances dans l'année, de pouvoir me faire des plaisirs réguliers, de pouvoir partir au restaurant, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de Français, il ne faut pas oublier. Et puis, ou de se dire finalement que, OK, j'ai peut-être un boring job, mais quand même, je ne suis pas non plus payée, c'est pas trop dégueulasse, je n'ai pas un salaire trop dégueulasse, je suis quand même mieux lotie que certains. Et que parfois, tu vois, il faut aussi prendre du recul sur ce qu'on est et sur ce qu'on a, tu vois. Et de se dire qu'avec nos âges, moi je vois des jeunes, par exemple, autour de moi, que ce soit chez Ravendis ou ailleurs, des jeunes qui, franchement, débutent une vie professionnelle en gagnant 2000 ou 1800 euros par mois. Excuse-moi, moi j'ai commencé à gagner 1800 euros par mois après 15 ans de métier dans le journalisme. Donc tu vois, il y a un moment donné, il faut savoir un peu peser, tu vois, le pour et le contre. Et tu te dis, si tu commences ta vie professionnelle ou ton premier job, parce que souvent, il s'agit alors évidemment, c'est des gamins qui ont été à l'école, qui ont eu ils méritent ce salaire. Je ne dis pas qu'ils ne le méritent pas, mais se dire que commencer sa vie professionnelle en ayant un 2000 euros net par mois ou un 1800 euros net par mois, tu habites chez tes parents, tu ne payes pas encore de loyer, ou alors tu es en coloc, ça va, tu vois, c'est pas... Alors que tu as des pères de famille et des mères de famille qui gagnent 1200 euros, qui sont femmes de ménage ou qui sont dans des domaines très précaires et qui ne gagnent même pas alors qu'ils ont 3 fois votre âge, 3 fois leur âge. Tu vois, donc il faut se dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de code. Ce n'est même pas une question de jeune ou de pas jeune, en fait. C'est juste que en fait, ton métier passion, encore une fois, parce que c'est le sujet de ce podcast, c'est qu'en fait, ton métier passion, si tu ne le trouves pas aujourd'hui, tu le trouveras un jour. Et que si ton heure n'est pas maintenant, ton heure sera plus tard. Il faut juste te donner les moyens et de se dire que tu as le temps, tu vois, et de se dire que tout job passion, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, demande des sacrifices à la fois financiers, parce qu'il ne faut pas non plus rêver. Hein. Quand tu fais un job passion, tu as raison, tu ne gagnes pas des 1000 et des 100. Mais par contre, quel kiff d'aller au boulot tous les matins. Quel kiff de se dire waouh, j'ai pas cette boule au ventre que tout le monde a connue, tu vois, d'aller au boulot et de se dire oh là là, je vais me lever, je vais faire un boulot qui m'emmerde, j'ai pas envie de croiser des collègues que je n'aime pas. Ouais, en fait, je pense qu'il faut voir plus le boring job comme une passerelle et un tremplin que se résigner pour toute la vie. C'est exact. Et en fait, tu vois, c'est ce côté résignation, c'est genre si j'ai un boring job maintenant, j'aurai un boring job toute ma vie, mais en fait pas du tout. Il faut le voir comme un tremplin. Exactement. Et moi je me dis, mais en fait c'est un passage obligé pour vous former, pour aussi construire votre assise et de vous dire ok, j'ai vécu ça pendant un moment, évidemment ça m'a fait souffrir, j'étais pas épanouie, mais il y aura toujours du mieux derrière. C'est juste que faut pas rester stagnant en fait. C'est ça le mystère. C'est ça, en fait, il faut continuer d'être en mouvement. En plus, il y a tellement de petites formations qu'on peut faire pour gagner en compétences. Mais regarde le nombre d'apprenants qu'on a chez Ravendis, tu vois, qui sont des gens qui viennent d'univers totalement différents, qui viennent aussi avec des souffrances, c'est-à-dire qu'ils disent pour eux, là, cette formation qu'ils font chez nous, tu vois, c'est comme si c'était un nouveau départ. Tout le monde te parle de nouveau départ ici. Tu vois, ils te disent pour moi, c'est une chance. En plus, on m'a pris en charge ma formation, c'est quand même extraordinaire. En fait, on a une chance quand même, c'est d'être en France, d'avoir quand même des dispositifs qui nous permettent quand même de nous aider si on veut se former, si on veut travailler, si on veut faire des formations, des PMSMP, si on veut intégrer une entreprise pour essayer d'aller voir comment ça se passe. Enfin, pardonne-moi, mais vraiment, c'est pas pour redorer l'image de la France, mais moi qui viens d'un pays étranger où les possibilités sont moins nombreuses qu'ici, je suis consciente de la chance que j'ai d'être dans ce pays où tu peux être qui tu veux, tu peux faire les études que tu veux et tu peux mener aussi la vie que tu veux. Tu vois, alors peut-être pas au même moment que les autres, peut-être pas, tu vas pas avoir une vie formidable peut-être tout de suite, mais construis-la ta vie en fait. Voilà. Et effectivement, tout ça, ce sont des tremplins. Il faut prendre ça comme des leviers, tu vois, pour aller toujours plus haut. Exactement. On a abordé beaucoup de sujets sur cet épisode de podcast. En gros, on peut garder en tête qu'il faut garder ses priorités en ligne de mire, que même si on a un boring job pendant un temps, il faut savoir rebondir, il faut savoir prendre ce temps pour trouver un moyen de se rapprocher justement de son job passion. Toi, qu'est-ce que tu aurais à moi, je voudrais surtout dire qu'à chaque étape professionnelle de son évolution, il faut rester en mouvement, c'est très important, et que chaque expérience professionnelle, en fait, c'est une étape vers le mieux, et que si on ne trouve pas son job passion à 20 ans, ça arrivera à 30, 40, 50 ou 60 ans, et que c'est jamais trop tard, en fait.
Mais effectivement, il faut aussi que ce job passion arrive à un moment dans sa vie où on est en cohérence avec ses valeurs et aussi ses objectifs. C'est-à-dire que privilégier, se dire qu'est-ce qu'on privilégie aujourd'hui et qu'est-ce qu'on sacrifie, et d'être finalement en cohérence avec nos attentes. Et je pense que le job passion est aussi un moyen d'être enfin dans une totale sérénité professionnelle, tu vois, qui nous apporte un bien-être qu'on recherchait depuis très très longtemps. Et je pense que ça, c'est essentiel de faire un point dans sa vie à un moment où on se pose beaucoup de questions. Voilà, merci Manal. Merci beaucoup, merci à toi, c'était très intéressant. Tu as une anecdote ou une expérience à partager sur le monde du travail? Écris-nous à podcast@auravendis.fr et nous serons ravis d'échanger avec toi autour d'un café pour notre prochain podcast.